Et cette antenne de télévision, en elle-même, elle n'est que du métal, une vaste parabole en métal inoxydable et un tout petit doublet au centre. Il termine un câble coaxial. Elle est rigide, mais elle est orientée. On voit qu'elle regarde au loin et qu'elle peut recevoir à partir d'un émetteur lointain. Pour moi, elle me paraît être plus qu'un symbole. Elle me paraît représenter une espèce de geste, d'intention, de pouvoir, être presque magique, d'une magie contemporaine. En cela, il y a, entre cette rencontre du haut lieu et du point clé, qui est le point clé de la transmission en hyperfréquence, il y a une espèce de connaturalité entre le réseau humain et la géographie naturelle de la région. Cela est un aspect de poésie, un aspect de signification et de rencontre de signification. Par ailleurs, on pourrait trouver aussi, par une plongée dans le temps, le pouvoir poétique de ce qui était extrêmement parfait et qui, un jour ou l'autre, sera détruit, et déjà peut-être détruit, par le cours d'une évolution qui est extrêmement et très dramatiquement négatrice de ce qui a été pourtant un jour une nouveauté. Voyez les locomotives à vapeur, voyez les grands navires que l'on met de côté parce qu'ils sont désuets. Ce qu'on appelle l'obsolescence, c'est une réalité économique, mais à côté de l'obsolescence économique, il y a une espèce de montée poétique qui n'a pas, je crois, tout à fait suffisamment été mise en valeur. Nous manquons de poètes techniques. Et c'est ici que peut-être pourrions-nous faire intervenir les rêveries afférentes aux divers actes machiniques. Les rêveries de la vapeur, par exemple, ou les rêveries de l'électricité. Les unes déterminant des imageries d'alternance et de puissance très extérieure, les autres déterminant des rêveries de certitude et de continu. Est-ce que vous pensez que nous devrions porter un peu notre quête dans ce sens? Oui, bien sûr, c'est tout à fait intéressant, mais et la turbine pour la machine à vapeur est rigoureusement rotative et pas du tout alternative. D'autre part, même alternative, la machine à vapeur se distingue d'électricité en ce qu'elle possède une puissance interne, une accumulation interne d'énergie considérable. Jadis, j'ai utilisé une locomobile qui servait à scier le bois, une scierie ambulante. Cette locomobile, quand elle était bien chaude, quand elle était à 8 kg de pression, les soupapes de sûreté commençaient à jurer et à laisser partir la vapeur, pouvait encore animer pendant 1h30 le banc de scie sans être chauffé. Aucun moteur électrique n'est capable de faire autant. Le moteur électrique est un pauvre être qui a besoin du réseau. Dès que la panne de réseau arrive, c'est fini. Même un moteur triphasé, pourvu qu'une seule des 3 phases vienne à défaillir, s'arrête ou marche mal, oui. Alors que la machine à vapeur, c'est la souveraine de la continuité parce qu'elle a une puissante réserve à l'intérieur d'elle-même. Pendant la guerre, nous étions bien heureux d'avoir des locomotives à vapeur sur les réseaux démantelés. Elles pouvaient passer presque partout. Tant qu'il restait un rail, même un peu tordu, la machine à vapeur passait. Les caténaires étaient loin et les sous-stations d'alimentation électrique défuntes. Alors, je suis d'accord avec cette poésie, mais il ne faut pas qu'elle soit trop pointilliste, trop phénoménologique, car la phénoménologie, c'est purement la perception, et c'est terriblement dangereux. Il faut aller très au fond des choses, voir la réalité, et surtout, il faut que ce soit l'utilisateur qui sente la réalité de la chose. Vous avez dit un mot qui m'a terriblement surpris tout à l'heure, en disant que l'alternateur était une pauvre machine parce qu'il dépendait du réseau. Il dépend du réseau, mais le réseau dépend de qui? Est-ce que dépendre du réseau, être le réseau, être du réseau, ce n'est pas une richesse, au contraire, alors que la machine à vapeur, elle était isolée? Eh oui, mais la machine à vapeur est plus universelle. La machine à vapeur peut se nourrir de bois, peut se nourrir de charbon, de mauvais charbon. On peut la chauffer avec n'importe quoi. Alors que l'alternateur a comme servitude, nous parlons de l'alternateur, pas du petit moteur qui pourrait tourner sur une batterie de 18 volts. Bon. Et l'alternateur a besoin de travailler sur plusieurs kilowatts, ou au moins plusieurs centaines de watts,
qui ne peuvent guère être apportés que par le réseau. Or, le réseau est chose fallacieuse. Il n'est pas absolument constant. Et certes, le réseau est très remarquable et permet le développement des techniques, mais par ailleurs, c'est une servitude que d'être raccordé au réseau. La preuve, c'est qu'une automobile, par exemple, se passe du réseau. Elle emporte avec elle sa propre réserve de combustible. Et elle va plus loin. Elle est plus souple. Mais son autonomie est temporaire. Elle a dépendu du réseau à bien des points de vue. Alors, elle dépend d'un autre type de réseau. D'un réseau auquel le contact ne doit pas être constamment maintenu. Alors que l'alternateur doit maintenir son contact au réseau par perche, trolley, prise de courant ou n'importe quel autre système. Le fait qu'on puisse dire que l'électricité est toujours de bonne qualité, est-ce que ça n'a pas une certaine conséquence dans notre intelligence des machines électriques, notre intelligence poétique et rationnelle? L'électricité peut être faible, mais sa qualité est invariable fondamentalement. Si toutefois la fréquence est constante, oui. C'est ça. Oui. L'est-elle? Oui. En général, dans un réseau bien constitué, la fréquence est constante. Et on ne peut jamais dire qu'une électricité est de mauvaise qualité. Il n'y a pas d'électricité de mauvaise qualité, quelle qu'elle soit. Non, il y a des valeurs quantitatives qui jouent, mais elle est toujours de bonne qualité. Alors qu'un charbon peut être de mauvaise qualité, un bois aussi, un combustible, un fluidoïde. Mais si l'électricité peut être de mauvaise qualité en un certain sens, tout dépend. Si on veut l'utiliser simplement pour l'énergie, pour faire tourner un moteur ou pour faire chauffer un fer à repasser, ce qui consiste à dégrader de l'énergie essentiellement, elle est toujours assez bonne pour cela. Mais si on veut utiliser l'électricité comme point de départ d'une base de temps à 50 Hz, ou encore, et mieux, comme fréquence pour produire un son à 50 Hz, on est très gêné, car souvent il y a, en plus de la sinusoïde fondamentale, de petites irrégularités supplémentaires qui ne sont pas agréables quand on veut la visualiser. Je pense que Jean voulait surtout parler de la structure même de l'atome, vous savez, les électrons et tout ça. Ah oui, il s'agit alors d'une pureté. Oui, il est bien certain qu'il s'agit d'électrons en transit et non pas évidemment de matière chimique, de substances chimiques plus ou moins raffinées. Ça c'est bien, du point de vue fondamental et essentiel, je le crois. Mais d'un point de vue informationnel, il n'est pas toujours vrai que le courant soit ce qu'on voudrait. Le courant continu a souvent une composante musicale assez importante et le courant alternatif n'a pas toujours des rapports de phase entre les trois phases parfaites, ni une fréquence rigoureusement stable, ni surtout une absence d'harmonique parfaite. Il ne cite pas. Oui. Alors, dans l'intelligence de nos machines, j'ai été, je dois dire, peut-être un petit peu, comment dirais-je, emporté par les lumières que vous apportiez. Et je voyais très nettement la longue obscurité de la machine à vapeur, son opacité, son incompréhension dont elle était victime, dans le fait qu'elle n'avait pas été théorisée à l'origine. Et je voyais le moteur électrique, l'alternateur, théorisé dès l'origine, et partant, étant tout à fait transparent. J'ai peut-être été un peu trop vite là-dedans. J'aimerais savoir si vous voyez ce rapport entre les machines empiriques et les machines qu'on peut dire théoriques aussi nettement que je vous le propose là. Oui, effectivement, je crois que le moteur électrique est venu après coup, après la science. Tandis que, après la science qui a permis la théorie de ce moteur, au contraire, la machine à vapeur s'est constituée à une époque où la science thermodynamique n'avait pas été mise en place. C'est elle qui a appelé à l'existence la science thermodynamique. Toutefois, il y a quand même des résidus dans le moteur, dans la machine de Gramme ou dans le moteur électrique. Très particulièrement les phénomènes d'hystérésis qu'il a fallu enrayer et qu'on ne pouvait pas vraiment prévoir. Les pertes par courant de Foucault. La machine de Gramme n'a pas été parfaite du premier coup. Elle a fonctionné du premier coup, mais elle était puissamment auto-limitée. Dès qu'elle prenait une vitesse élevée, l'anneau de fer chauffait et le bobinage aussi. C'est-à-dire que son rendement n'était pas très élevé. Pour arriver au beau rendement de 90-92%
que l'on connaît à la machine de Gramme, il a fallu quand même perfectionner son noyau magnétique en le feuilletant et également améliorer le collecteur. Par exemple, mettre des charbons tissés de cuivre au collecteur et non pas seulement les balais primitifs qui donnaient des étincelles et s'usaient rapidement. Je me suis fréquemment interrogé sur les rapports de l'empirisme et de la théorie quant à l'opacité ou à la transparence de certaines machines. Et j'ai fait peut-être une coupure en vous interprétant trop hâtive entre la machine empirique et la machine théorique. Ainsi, j'ai cru beaucoup que l'alternateur était, pour ainsi dire, tout entier issu de la légitimité théorique, par contraste avec l'illégitimité empirique, étant en pensant à la rationalité très développée de l'électricité. Est-ce que vous croyez que l'alternateur, par exemple, est une machine qu'on peut dire beaucoup plus transparente que toute machine à vapeur, justement à cause de cela, à cause du champ théorique dans lequel il a été développé, et à cause de la théorie même qui lui était inhérente? Je crois bien pour l'alternateur, car l'alternateur a été développé relativement tard. Il avait devant lui les essais concernant la machine de Gramme, qui est une machine à courant continu, laquelle peut être utilisée soit en machine émettrice, productrice d'énergie, soit en machine réceptrice. L'alternateur est venu plus tard et il est une application très directe des courants alternatifs pour les produire. Il est d'ailleurs, si l'on veut aussi, réversible par rapport au moteur à courant alternatif. L'alternateur doit être pensé dans le même courant théorique que celui qui a fait exister le transformateur de Ferranti. Nous nous trouvons là vers 1880 à peu près, au temps où la science positive était en train de se développer vers les techniques le plus puissamment possible, peut-être plus puissamment que jamais, avec une foi, avec un enthousiasme qui n'a pas été retrouvé depuis. Tout était bon à ce moment. Alors, ce sera vers cette époque que vous feriez, que vous logeriez le début de cette union de la technique et de la théorie, ou des sciences et des techniques qui sont devenues maintenant presque indiscernables. Le début, non, puisque la thermodynamique est relativement plus ancienne, mais disons l'amitié, la réversibilité de la théorie et de la science. L'amitié l'une pour l'autre et leur réversibilité, c'est effectivement à peu près à cette époque. Il y a un mode de pensée, une modalité de culture qui est l'unité, tout au moins la profonde amitié de la science et de la technique. C'est l'époque aussi du tube de Crookes, du tube de Coolidge, enfin de ce grand mouvement de science aussi bien que de technique. Et qui maintenant est plus qu'une amitié, c'est une liaison, un mariage. Oui, mais un mariage qui rapporte trop, à mon avis. À cette époque, c'était une amitié, et s'il y avait mariage, c'était un mariage d'amour. Alors qu'à l'époque présente, c'est très différent, c'est très organisé, c'est très administratif, ce rapport entre l'industrie et les bureaux de recherche technique, d'une part, et la science pure, qui d'ailleurs n'est pas complètement pure, d'autre part. Maintenant, c'est trop ancien. Il n'y a plus l'enthousiasme de la nouveauté. À ce moment-là, en 1880, on avait découvert justement le rapport fécond de la science et de la technique. C'était la jeunesse de cette rencontre. Elle n'est plus jeune maintenant. Nous avons osé concevoir un film à 35 mm couleur, 20 minutes, sans un mot de commentaire, sans une note de musique, avec les bruits de la roue seulement. La roue devra s'expliquer par sa plastique, par son contexte et ses fonctions apparentes. Et ce projet nous pose d'énormes difficultés quant à la structure que nous devons donner au film. Supposons que nous partons de la roue porteuse. Oui. Très tôt, la roue porteuse se complexifie. Elle s'additionne d'engrenages, ou de poulies ou de chaînes. Oui. Et ensuite, elle devient motrice. Et elle devient même moteur, dans certains cas. Oui. Oui. Alors, immédiatement, cette roue qui est devenue moteur s'est adjointe de plusieurs autres sortes de roues, ou encore s'est associée à différentes roues. Il y a toute une société de roues qui s'impose à nous.
Et c'est là la difficulté. Est-ce qu'un point de vue historique serait préférable ou encore, préférablement, un point de vue génétique? Mais génétique, oui. Ce serait là la solution, à votre avis? C'est à quoi je songerais. Parce que la roue n'est peut-être pas un cadeau des dieux au point de départ. Il y a sans doute quelque chose qui la précède. Et je crois assez probable que la roue, sauf peut-être pour la roue de Potier, le tour de Potier, représente une solution déjà relativement complexe au problème du transport. Le transport par glissement ou le transport sur rondin. Et la roue, à l'origine, puisqu'elle possède un moyeu et puisqu'elle possède également une bande de roulement, représente à la fois un rondin et quelque chose en quoi il y a frottement. Le frottement est atténué par un graissage ou par de l'eau. Il est encore plus atténué quand on trouve un axe en métal tournant à l'intérieur du bronze, d'un coussinet en bronze. Après cela, la roue se diversifie. Ce qui à l'origine était une jante devient bandage, devient pneumatique, peut prendre beaucoup d'autres aspects. Quant au moyeu, il devient toutes sortes de choses, moyeu à roulement, moyeu à rouleau, et surtout peut-être, le moyeu se prolonge du côté du véhicule par l'articulation de direction, par le système de la barre de direction, les deux, en particulier le parallélogramme qui permet au véhicule de toujours prendre un virage sans que l'une des deux roues dérape, et beaucoup d'autres aspects qui mériteraient d'être signalés comme adaptant d'une part la roue au véhicule et l'adaptant d'autre part à la route. C'est en somme l'étape où elle fait le plus de progrès puisqu'elle est un intermédiaire très vivant, très chaud entre le monde comme route et le véhicule. Et le monde comme route, c'est un monde mouvant et mouvementé, car il s'agit de routes encore peu parfaites à l'époque où cela se produit. La roue de chemin de fer est un très bel exemple qu'on pourrait choisir aussi. Dans la roue de chemin de fer, il s'agit d'une roue frettée. Le bandage sert effectivement à contenir les raies et à éviter l'éclatement possible de la roue. Mais de plus, il est un élément qu'on peut changer après usure. Il y a ici freinage par un sabot métallique qui use assez vite. Il est de plus ce qui permet, grâce au mantonnet, d'éviter le déraillement. Et enfin, grâce à une taille conique, il permet à la locomotive et au wagon de se tenir au centre de la voie, de manière telle qu'en marche normale, les mantonnets ne touchent pas les rails. Seuls dans les virages très accentués, ou en cas de vent latéral intense, les mantonnets râpent les rails. Voilà une évolution de la roue. Quant aux autres roues, à savoir celles qui ne sont pas des roues véhiculaires, je crois qu'il y aurait aussi une étude extrêmement importante à faire. Pour ma part, je serais incapable de la rattacher, pour l'instant tout au moins, à la roue véhiculaire. Il y a une lignée de roues véhiculaires. Et peut-être à côté de cela, une lignée de roues à engrenage, depuis l'engrenage en lanterne des moulins jusqu'aux tailles d'engrenage coniques ou aux tailles hélicoïdales qu'on utilise de nos jours. Est-ce que vous pourriez poursuivre ce point de vue génétique en abordant par exemple les roues motrices et ensuite les roues moteurs? Les roues motrices, en quel sens? Les roues qui sont utilisées, par exemple la chenille, y compris le système à chenille, où c'est un intermédiaire entre le sol et les galets porteurs. Oui. Oui, cela en fait partie. La roue motrice comme la roue d'une automobile. Car sur un train, la roue motrice n'est pas strictement différente, si ce n'est par sa dimension des roues porteuses, des bogies avant et éventuellement des bogies arrière. Et pour l'automobile, la roue motrice est-elle extrêmement différente? À mon avis, non. Elle peut être soit à l'avant, soit à l'arrière. Elle apporte seulement une complication, à savoir le joint de cardan homocinétique lorsqu'elle est à l'avant, c'est-à-dire lorsqu'elle est en même temps directrice. Quant à la roue motrice pour le tracteur, elle est effectivement plus complexe, puisqu'elle doit porter plus de poids afin de ne pas patiner,
D'autre part, elle a des crampons qui étaient jadis métalliques et qui sont de nos jours généralement des anfractuosités du pneumatique, taillées d'une certaine manière. Il est nécessaire que la prolongation de ces pièces se fasse jusque sur le milieu du pont arrière. Dans ces conditions-là, même quand il y a inclinaison des roues dans les virages, celle-ci s'incline et elle s'incline davantage que l'autre. Ah oui. Le côté du petit rayon s'incline davantage que le côté du grand rayon. Ce système-là représente simplement dans le système des roues ce qu'on pourrait appeler la conscience de tout le véhicule, d'une part, et représente d'autre part la possibilité pour chacune des roues d'être parfaitement adaptée à la route, car elle ne dérape pas. Par conséquent, il n'y a pas de torsion du pneu, etc. Alors, la roue d'automobile représente, d'une part, par son pneumatique, une connaissance de la route, elle s'informe de la route, structure du pneu, flexion, etc. Et d'autre part, par sa relation au véhicule, en tant que directrice, elle tient compte de la dimension générale du véhicule et des courbes possibles. C'est le stade dichotomique. Après, autre chose, mais à ce moment-là, c'est le stade dichotomique. Il y a réflexion analogue sur la route de chemin de fer. Alors la route de chemin de fer, c'est le système que nous indiquions tout à l'heure. C'est parce que la route de chemin de fer est conique que son mantonnet n'est qu'un organe de sécurité. Voici le mantonnet, voici l'axe, ici l'axe. Le champignon du rail est ainsi représenté. Voici la semelle du rail. Ceci est conique, par conséquent, il y a une tendance à glisser là-bas. Comme de l'autre côté, nous aurions une structure semblable, également conique, alors il y aura équilibre vers un point central. Cet équilibre ne sera rompu que s'il y a du vent latéral, ou sur une courbe trop accentuée, ou si le train s'arrête dans une courbe, auquel cas il glisse et s'appuie par le mantonnet. Et si les deux roues étaient libres, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une certaine compensation différentielle d'un côté de l'autre? Si les deux roues étaient libres l'une par rapport à l'autre, oui. Je ne sais pas si ça s'utilise sur les trains, je ne crois pas. Non, je crois que les roues sont vraiment... Y aurait-il, à cause de la section conique, une certaine compensation différentielle? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Même avec oui, bien entendu. Le système du différentiel serait intéressant pour les chemins de fer, comme pour les automobiles, surtout pour des courbes très accentuées. Mais les courbes de chemin de fer sont toujours beaucoup moins accentuées que les courbes d'une automobile. Le différentiel joue à plein sur une automobile quand elle manœuvre, c'est-à-dire quand elle tourne presque sur place. En route, les anciennes voitures, sur les routes qui étaient des routes de terre, comme on dit, c'est-à-dire des routes sableuses, il n'y avait pas de différentiel. Et l'automobile pouvait quand même fonctionner, elle ne dérapait pas. Malgré tout, un virage à petit rayon amorce un dérapage parce qu'un des deux pneus patine. Le différentiel est intéressant quand il y a des courbes très accentuées ou quand le revêtement est un revêtement très engrenant avec la surface des pneus. Pour les pneus à haute pression anciens, ce n'était pas nécessaire. Pour les pneus à basse pression maintenant, ceux qui comportent des dessins bien étudiés, qui d'autre part adhèrent bien à la route, et pour les roues qui ont un système de suspension et d'amortisseur, les maintenant toujours au contact de la route, le différentiel est nécessaire. Car alors là, on ferait crisser les pneus, on les userait vite, et d'autre part, cela nuirait, je pense, à la tenue de route aussi. Ce serait en tout cas moins parfait.